Bonjour, vous êtes les bienvenus à cette séance de travaux dirigés sur le radar Kotal. Donc, avant de commencer l'exercice sur le radar Kotal, je tiens à vous préciser que le radar d'une manière générale est avec la radio l'outil par excellence du contrôle aérien. C'est un appareil qui permet de détecter et de localiser un objet auquel on s'intéresse. Donc, le mot radar, c'est la contraction de Radio Detection and Ranging, c'est-à-dire c'est un appareil qui utilise les ondes radio dans le but de détecter un objet et de faire la télémétrie, c'est-à-dire déterminer la distance R et les angles pour pouvoir bien positionner la cible. Bien évidemment, le radar en plus, il est capable de mesurer la vitesse, ce qu'on appelle l'effet Doppler. Donc, l'antenne du radar émet d'une manière générale une onde électromagnétique, d'une manière directe. Donc, je prends le cas d'un radar monostatique. L'élément le plus visible d'un radar, c'est l'antenne. Donc, je prends une antenne avec ses caractéristiques un gain. Bon, je précise que le radar monostatique, c'est un radar qui utilise une seule antenne, qui est capable de fonctionner en émission et en réception. C'est-à-dire, elle satisfait le principe de réciprocité. Donc, derrière l'antenne, vous avez votre aiguilleur, votre duplexeur, qui va switcher entre l'émetteur et entre le récepteur. Donc, l'antenne émet d'une manière directe une onde électromagnétique qui est non chargée d'informations. L'onde va rencontrer une cible. Donc on aura des phénomènes physiques, mais on s'intéresse au phénomène physique le plus important, c'est le phénomène de rayonnement, c'est-à-dire une partie de ce rayonnement qui sera dirigée vers l'antenne, et c'est une partie qui est chargée en information. Et c'est ce qu'on appelle communément un écho. Donc c'est ça le principe d'une manière générale d'un radar. Donc dans notre série de travaux dirigés, nous allons étudier aujourd'hui un exemple très très important, c'est ce qu'on appelle le radar Kotal. Donc le radar Kotal, c'est un radar de conduite. C'est un radar de conduite, de tir. Donc CO, c'est conduite. T, c'est tir. De l'artillerie. L'artillerie lourde. D'accord? Donc c'est un radar à impulsion. C'est un radar qui est doté d'un émetteur qui va délivrer des impulsions. Donc sachant que on a deux grandes familles de radars, les radars à onde continue, c'est ce qu'on appelle en anglais continuous waves radar, et les radars à impulsion, on appelle pulse radar. Donc, ce radar Kotal est un radar qui fait la poursuite d'une manière automatique. Il a une certaine portée autour de 64 km et il est capable de poursuivre dans un rayon de 45 km. Donc c'est un radar conçu pour la poursuite automatique des avions adverses et de la conduite de tir de l'artillerie anti-aérienne.
Donc nous allons choisir ce type de radar Kotal. On va essayer de répondre à une série de questions sur ce radar. Donc, premièrement, après la série de TD, nous avons un radar de poursuite automatique à impulsion fonctionnant en bande S, ancien code, c'est-à-dire en limite des bandes UHF et SHF. Il émet sur une fréquence porteuse de 3 GHz, des impulsions de durée 1 microseconde et de fréquence de récurrence 400 Hz avec une puissance crête de 800 kW. Donc, l'exercice consiste à répondre à une série de caractéristiques de radar Kotal. Donc, les caractéristiques techniques générales d'un radar, ce sont des caractéristiques de 3 blocs principaux. Donc, il y a la partie émission, c'est-à-dire la notion de fréquence, la notion de fréquence de puissance crête, l'information sur la fréquence de répétition, ce qu'on appelle la fréquence de récurrence, l'information sur la durée d'impulsion. Partie récepteur, on peut parler d'une amplification et d'une bande passante. Et puis la troisième partie, c'est l'antenne. Donc le type d'antenne. Donc l'antenne, généralement, elle est caractérisée par plusieurs paramètres, entre autres le gain, surface effective, sa polarisation, etc. Donc d'une manière générale, un radar à impulsion, il est caractérisé par un certain nombre de paramètres. Donc, je commence par la puissance crête. Donc, la puissance crête, c'est une puissance associée avec l'impulsion mesurée sur la durée d'impulsion taux. D'accord? Donc, c'est une puissance qui est très utile pour établir l'équation du radar. L'équation du radar, c'est une équation qui va nous servir pour établir le bilan de liaison entre le radar, la cible et le radar. Donc, cette puissance, généralement, ça varie de quelques watts à quelques kilowatts. Ça peut aller jusqu'à des mégawatts. Donc, tout dépend de l'émetteur. Donc, généralement, il y a des émetteurs qui sont capables de délivrer un certain niveau de puissance très très élevé. Donc, deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'énergie contenue dans une impulsion émise. On la note avec W. Ou bien on a l'habitude de noter E. Donc l'énergie contenue dans cette impulsion, par définition, c'est le produit entre la puissance crête et le taux. Donc, comme le taux, il varie d'une manière générale entre quelques centaines de nanosecondes et quelques dizaines de microsecondes, donc on peut construire une idée sur la plage de variation de l'énergie. Bon, ça joue autour de quelques 10-7 joules à quelques joules. D'accord? La troisième caractéristique, du radar, c'est ce qu'on appelle la puissance moyenne. La puissance moyenne. Donc, la puissance moyenne, c'est la puissance associée pendant toute la durée d'observation. Donc, on a une relation qui relie la puissance moyenne et la puissance crête. C'est cette relation-là, P crête, taux, divisé par la durée de répétition de l'impulsion. D'accord? C'est-à-dire
je prends une série d'impulsions, c'est ce qu'on appelle un train d'impulsions. D'accord? Donc c'est une série d'impulsions qui se produit dans le temps avec une cadence de TR et la réponse est autour d'un temps tau. Donc cette relation-là, on peut l'exprimer en fonction de la fréquence de récurrence. Donc voilà la puissance moyenne. Bon, on a quand même une idée sur la fréquence de récurrence. Donc c'est une fréquence qui varie généralement entre quelques centaines de Hertz et quelques dizaines de kilohertz. C'est-à-dire, on peut construire une idée sur la variation de la puissance moyenne. Donc ça varie entre quelques milliwatts et quelques kilowatts. Donc voilà la troisième caractéristique des radars à impulsion. Passons maintenant à la quatrième caractéristique. C'est la longueur d'onde. La longueur d'onde. Lambda. Donc, bien évidemment, elle est directement reliée à la fréquence porteuse. C'est-à-dire, la longueur d'onde, elle est très très variable suivant l'utilisation recherchée pour le radar. C'est-à-dire, ça peut couvrir pratiquement toutes les applications du radar. Donc, si je regarde le spectre de fréquence, la longueur d'onde réservée pour les applications radar, ça varie entre quelques mètres et quelques millimètres. Et de là, je suis capable de voir toutes les fréquences ou toutes les applications, sachant qui dit application dit fréquence, qui dit fréquence dit application. Et là, en utilisant la relation F lambda C sur F, c'est-à-dire que je peux savoir cette fois-ci la bande de variation en termes de fréquence. Cinquième information, c'est la sensibilité du radar. Normalement, c'est la sensibilité du récepteur. Donc, la sensibilité du récepteur, c'est l'amplitude du signal à appliquer à son entrée pour obtenir à sa sortie un rapport signal sur bruit de l'ordre de 3 dB. C'est-à-dire, je prends un récepteur, d'accord, un récepteur qui est caractérisé par une température, par le gain, par sa bande passante. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la sensibilité? C'est l'amplitude du signal utile à l'entrée du récepteur. C'est ça la sensibilité, mais qui va fournir à la sortie un rapport signal sur bruit, S sur B en termes de puissance, bien déterminé, de valeur 3 décibels. D'accord? Donc c'est ça la sensibilité. Bien évidemment, on doit déterminer cette sensibilité, ou bien on doit déterminer cette puissance du signal utile à l'entrée du récepteur. D'accord? C'est ce que nous allons faire. Donc la question, c'est déterminer la puissance du signal utile à l'entrée, qui va conduire
à la sortie du récepteur a un rapport signal sur oui de l'ordre de 3 dB. C'est-à-dire, je prends le SNR qui a une valeur de 3 dB et par définition le SNR c'est le rapport de la puissance du signal utile. Donc, puisque je suis à la sortie, donc je vais dire puissance à la sortie du récepteur sur la puissance du bruit. Donc soit je l'établis en échelle. Donc cette écriture me paraît un petit peu illogique parce que là j'ai une valeur de 3 dB. Soit que je dois transformer ce quotient-là en une différence, soit que je dois convertir cette valeur-là en échelle linéaire. Donc là je transforme ça, ou bien je laisse ça et je transforme ça en échelle linéaire. D'accord? Donc le rapport signal sur bruit, qui est le rapport de la puissance du signal utile à la sortie du récepteur sur la puissance du bruit à la sortie du récepteur. Par définition, c'est le gain fois la puissance du signal à l'entrée, donc voilà la sensibilité, sur le gain fois la puissance du bruit à l'entrée. Donc je vais appeler ça à la sortie. Donc, S sur B, critique, de valeur 3 décibels, c'est la puissance du signal utile sur la puissance du bruit à l'entrée. Et finalement, ce que je cherche, c'est la puissance du signal utile à l'entrée, qui est la sensibilité. C'est le rapport signal sur bruit de valeur 3 dB fois la puissance du bruit à l'entrée. D'accord? Donc, on veut savoir l'expression de la puissance du bruit à l'entrée. Donc, on va utiliser la formule de Nyquist. On va utiliser la formule de Nyquist qui donne que puissance du bruit à l'entrée de récepteur, c'est K, une constante de Boltzmann, fois la température absolue, fois la largeur de bande. Et dans le cas pratique, assez souvent, on essaie de multiplier par un terme correctif, F, qui tient compte de tous les bruits qui se produisent au niveau du récepteur. D'accord? Et par conséquent, si j'essaie d'appliquer ou d'introduire cette relation dans l'expression de la sensibilité, je vais pouvoir déterminer que la sensibilité, qui est la puissance du signal utile à l'entrée du récepteur, sera finalement la constante de Boltzmann à la température absolue exprimée en degrés Kelvin, à la largeur de bande en Hertz. Faites attention, parfois on a un mélange des unités linéaires, des unités logarithmiques. Il faut faire attention, il faut soit convertir le tout en échelle linéaire, soit convertir le tout en échelle logarithmique. En échelle linéaire, nous avons la notion de produit, la notion du quotient, la notion de division, mais en échelle logarithmique, le produit se transforme en une sommation et le rapport se transforme en une soustraction. Donc, la puissance du signal utile à l'entrée du récepteur, qui est la sensibilité, c'est Kt θf fois le facteur correctif fois le rapport signal sur bruit critique. Donc là, il faut faire attention, c'est que la valeur qui est donnée, c'est 3 dB. Donc si je veux adopter cette écriture, je dois convertir 3 dB en échelle linéaire. D'accord? Donc, je prends un exemple. Donc, je vais prendre un exemple. Donc, je prends un exemple. Donc,
si je prends un récepteur, qui a des caractéristiques delta F, T et un gain, et là, je désire déterminer la sensibilité qui est la puissance du signal utile à l'entrée du récepteur pour un rapport signal sur bruit de 3 dB. D'accord? Donc je donne quelques valeurs. Donc delta F, c'est 1 MHz. Je donne la température, c'est 290 degrés Kelvin. Et je donne également le facteur de perte égal à 8 dB. Bon, je n'ai pas donné de valeur de gain parce que comme vous avez vu dans la partie précédente, c'est que le gain va se simplifier. Par conséquent, les valeurs que j'ai présentées sont suffisantes pour déterminer la sensibilité. Donc, avec un petit calcul, on trouve que la sensibilité, qui est la puissance du signal utile à l'entrée, il est de l'ordre de 5×10 - 14 watts. Donc vous voyez bien que c'est un niveau qui est très très faible, et donc il ne faut pas s'arrêter juste à cette valeur-là, mais essayer de dégager une certaine interprétation, c'est-à-dire le fait de trouver une puissance à l'entrée du récepteur de cette valeur-là, de ce niveau-là, ça met en évidence l'extrême sensibilité des récepteurs et la nécessité de les protéger pendant l'émission. Il faut faire attention, si on essaie de faire une liaison sans prendre de précautions entre l'émetteur, l'aiguilleur, les récepteurs, le récepteur et l'antenne, donc si jamais on ne fait pas attention, on risque d'avoir un grand problème, c'est que le récepteur ne peut jamais supporter des puissances qui sont élevées. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir que dans l'exercice, on va parler de ce qu'on appelle d'un duplexeur à base des TR, des tubes qui sont pleins de gaz. Donc le gaz va jouer le rôle de protection. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste deux autres informations, c'est les distances aveugles et les distances ambiguës. Donc, les distances aveugles, ce sont les distances qui ne sont pas décelables, détectables par le radar, d'accord? Parce que ça ne répond pas pendant le temps d'émission. Et également l'ambigu, c'est les distances ambiguës, ce sont les distances qu'on mesure sans respecter les critères de mesure qu'on va voir par la suite. Donc maintenant, sans trop tarder, on va passer à notre exercice. Donc je commence tout d'abord à rappeler que c'est un radar Kotal. Donc c'est un radar de poursuite automatique. Bon, la poursuite automatique, c'est une notion, on va dire, un petit peu avancée. Donc lorsque je dis un radar de poursuite, c'est un radar qui est capable de poursuivre la cible, de la poursuivre afin de mesurer toujours les mêmes informations, la distance et les angles θ et ψ. Donc ceci se produit généralement lorsque la cible elle est mobile. D'accord? Donc la poursuite se fait d'une manière soit manuelle, c'est quelque chose qui est très très classique, et peut se faire d'une manière automatique. Donc cette poursuite se partage en deux poursuites. Donc la poursuite automatique se fait en deux étapes. Il y a une poursuite, on va dire, en distance,
Et l'objectif de cette poursuite, c'est déterminer la distance. Et la deuxième poursuite, c'est ce qu'on appelle la poursuite angulaire. C'est pour mesurer les angles θ et ψ. Donc le but de la poursuite angulaire, c'est d'asservir la direction de l'axe de l'antenne sur la direction radar-cible. Donc c'est une poursuite qui est indispensable à l'acquisition continue des échos en provenance d'une cible qui est mobile. Bon, il y a deux grandes familles de poursuites angulaires. Il y a la poursuite par scanning et il y a la poursuite monopulse. Nous aurons l'occasion de voir ça dans la partie radar de poursuite automatique. Donc notre exemple de TD, c'est un radar Kotal, c'est un radar de poursuite automatique qui va fonctionner en bande S. Bon, maintenant on n'utilise plus cette notion de bande S, mais c'est la limite des bandes UHF et SHF comme il est mentionné dans la série. Donc ce radar il émet sur une fréquence porteuse, une fréquence porteuse de 3 gigas, une fréquence porteuse de 3 gigas. Donc, qui dit une fréquence porteuse dit une application. Donc, il émet sur cette fréquence-là ce qu'on appelle une série d'impulsions. D'accord? Une série d'impulsions. Bon, là, cette série d'impulsions, elle est caractérisée par une périodicité qui est la même. C'est-à-dire, la période ne va pas changer. C'est-à-dire que le générateur qui va générer ces impulsions, il va les générer d'une manière, on va dire, périodique. Donc, je vais vous présenter un petit peu ça. Donc, je prends toutes les informations. Donc, je donne les informations sur la partie émission du radar. Donc, la partie émission d'après la série. Vous avez une fréquence porteuse. C'est de l'ordre de 3 GHz qui va correspondre à une longueur d'onde. D'accord? La partie émission correspond également à une puissance crête. C'est de l'ordre de 800 kW. Bon, regardez bien que c'est une puissance extrêmement importante. Et bien évidemment, comme j'ai dit, votre série d'impulsions, elle est caractérisée par une durée, c'est 1 microseconde, et par une période de répétition de l'impulsion, TR, qui est 1 sur FR, et nous avons l'information sur FR, c'est 400 Hz. D'accord? Et puis, la partie, on va dire, de récepteur, on n'a pas vraiment d'informations sur le récepteur. C'est ce que nous allons chercher. Et puis, la troisième partie, c'est notre antenne. Bien évidemment, les antennes qui sont les plus utilisées dans les applications radar, d'une manière générale, c'est ce qu'on appelle les antennes à réflecteur parabolique. Donc, dans notre cas, le radar Kotal utilise un réflecteur parabolique de diamètre égal à 2,5 mètres.
Donc voilà les informations sur l'émission, la réception, bien sûr l'émetteur, le récepteur et l'antenne. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur le récepteur. Donc, autre chose qui est très importante, c'est que comme j'ai dit, dans le cas d'un radar monostatique, bon, je répète ou je rappelle que le radar monostatique, donc pourquoi on l'a appelé monostatique? Parce que l'émetteur et le récepteur se trouvent dans le même lieu. Donc, je prends l'émetteur lié à un aiguilleur. L'aiguilleur, il est relié au récepteur. Bien évidemment, le récepteur est lié à l'indicateur qui va délivrer toutes les informations sur la cible. Et donc, vous avez l'antenne. Donc, le plus important, c'est que ici, c'est un aiguilleur. Ici, on l'appelle un duplexeur. D'accord? Donc, c'est un duplexeur. Donc, qu'est-ce qu'il fait le duplexeur? Regardez bien. Lorsqu'on est en phase d'émission, cette liaison est coupée. Et lorsqu'on est en phase de réception, c'est cette liaison qui est coupée, et plutôt on favorise cette liaison. Donc, comme j'ai mentionné dans le début de cette séance, que l'émetteur délivre une puissance très très importante, de l'ordre de 800 kW, le récepteur, il est là pour recevoir un très faible niveau de puissance. Donc, sachant que l'émetteur a délivré une puissance très importante, mais au cours de la propagation, il y a une grande puissance malheureusement qui a été perdue. Et sauf une toute petite partie de cette puissance qui revient vers le récepteur. Donc si je compare entre la puissance à l'émission et la puissance à la réception, je vois qu'il y a un grand décalage. Donc ceci va... il y a une chose très importante, c'est que l'émetteur manipule à des niveaux très importants, le récepteur reçoit des niveaux très faibles. Je crois qu'on est devant un problème, c'est comment protéger le récepteur contre d'éventuelles fuites de puissance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait généralement? On utilise ce qu'on appelle un duplexeur à base des tubes TR. Ce sont des tubes qui sont pleins de gaz. Et si jamais il y a une fuite, le gaz va absorber ces angles ou bien cette puissance qui est élevée. Donc, le duplexeur, il est à base des tubes TR qui jouent un rôle très important dans la protection du récepteur. Mais malheureusement, l'impulsion qui a été générée par l'émetteur, au départ, c'est une impulsion qui est saine et sauf lorsqu'elle traverse le duplexeur. Donc ça, c'est avant duplexeur. Et ça, après passage du duplexeur, là, l'impulsion sera modifiée. C'est-à-dire, la modification elle est au niveau du temps de réponse, bien la durée de l'impulsion. Donc ici, la durée, c'est le taux, partout, c'est une impulsion identique. Et malheureusement là, le fait que l'impulsion traverse les tubes TR, elle est modifiée, et donc nous avons un temps supplémentaire qui s'ajoute, c'est ce qu'on appelle un temps de désionisation. D'accord? Donc le temps de désionisation, ça traduit le temps de passage
de l'impuissant à travers le duplexeur. Donc, dans la première question, on va vous demander de calculer la puissance moyenne d'émission et la gamme des distances aveugles en tenant compte ou non du temps de désionisation. C'est-à-dire, on va se placer dans les deux cas. En présence des tubes TR et en absence des tubes TR. En absence, il n'y a pas de temps de désionisation, mais en présence, il y a votre temps de désionisation. Donc, nous allons essayer de répondre à ça. Donc, la première question, c'est la puissance moyenne. Donc, maintenant, c'est une application directe, puissance moyenne d'émission. Nous avons vu précédemment que la puissance moyenne, c'est la puissance crête, le taux sur la période de répétition. Pour ça, on appelle ça en anglais le duty cycle. Puisqu'on n'a pas de TR, ça donne PC fois le taux fois la fréquence de récurrence. Donc, si vous prenez une calculatrice, vous allez calculer et vous allez trouver que la puissance moyenne d'émission, application numérique, faites attention aux valeurs. Donc, la puissance moyenne, c'est 800 3 à la puissance watt, fois la durée taux, c'est 10 moins 6 secondes, fois la fréquence de récurrence qui est de 400 Hz. Hertz se simplifie avec secondes, et le résultat, c'est que j'obtiens une puissance moyenne de l'ordre de 320 watts. Voilà la première information sur les caractéristiques qu'on demande. Donc, toujours dans la même question, on veut savoir la gamme des distances aveugles, dans les deux cas. Donc, les distances aveugles, comme j'ai dit, ce sont des distances non décelables ou non détectables, puisqu'ils vont répondre pendant l'émission. Donc, il faut attendre l'impulsion se termine pour pouvoir procéder à la mesure. Donc, autrement dit, si on essaie d'intervenir au cours de l'émission, ce que nous allons mesurer en termes de distance, on les appelle des distances aveugles. C'est-à-dire, les distances aveugles, ce sont des distances qui satisfont cette inégalité C sur 2 taux. D'accord? Bon, comme nous sommes en présence de deux cas, cas où l'impulsion va traverser un duplexeur, mais en absence de TR, il n'y a pas de temps de désionisation, on va utiliser la même relation. Donc, le petit a, absence des tubes TR. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que R, il est la même relation, C sur 2 fois taux. Désolé, on a du mal à voir. Donc, C sur 2 fois taux. Et donc, si on fait un petit calcul, on va trouver que R inférieur ou égal à 150 mètres. Ça veut dire quoi, 150 mètres? Ça veut dire le radar, il est incapable de détecter des objets qui se trouvent à une distance inférieure ou égale à 150 mètres. Donc ça, c'est dans le cas de l'absence des tubes TR. Maintenant, si je prends le deuxième cas, c'est présence des TR, d'accord? C'est-à-dire, cette inégalité, on doit la modifier. Taux C sur 2, mais cette fois-ci, l'impulsion, il n'a plus une durée taux,
mais une durée de taux plus le temps de désionisation. Et donc, par un calcul simple, application numérique, on trouve que R est inférieur à 2,4 km. C'est-à-dire, en absence de TR, le radar il sera incapable de détecter des cibles à une distance 150 mètres. Et en présence de TR, le radar sera incapable de détecter des distances à des niveaux de 2,4 km. Donc voilà la première question. On passe à la deuxième question qui concerne la détermination de la forme du faisceau d'antenne et son ouverture à mi-puissance. Donc ici, nous sommes en présence d'un radar qui utilise une antenne ou un réflecteur parabolique. Donc les antennes paraboliques, ce sont des antennes par excellence très directives. Et lorsque j'ai dit une antenne elle est très directive, c'est-à-dire le diagramme de rayonnement, il est d'une manière générale représenté par un lobe principal et quelques lobes secondaires. Bon, dans les applications radar, on évite de laisser former les lobes secondaires, parce que les lobes secondaires, généralement, ils peuvent provoquer ce qu'on appelle des échos indésirables. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, la question numéro 2, c'est la détermination de l'ouverture, la détermination de la forme du faisceau d'antenne et son ouverture à mi-puissance. Bon, tout d'abord, puisque l'antenne est une antenne de révolution, donc l'antenne parabolique, c'est une antenne qui est capable de faire une exploration autour d'elle-même, c'est-à-dire afin de poursuivre la cible, il doit faire deux types d'exploration, une exploration pour déterminer l'angle θ et une exploration pour déterminer l'angle ψ. D'accord? C'est-à-dire que l'antenne, il va délivrer un faisceau qu'on appelle un lobe principal, c'est là où il y a le maximum de puissance. Ce lobe principal, on ne voit pas ici de lobe secondaire, et l'axe autour duquel l'antenne tourne, on l'appelle axe de révolution. Axe de révolution. Donc l'antenne est de révolution, bien évidemment, le faisceau l'est aussi. Donc, dans le cas pratique, comment on détermine l'angle d'ouverture? Il suffit de se placer à ce niveau-là. À ce niveau-là. Bon, normalement, l'axe, il doit être au centre. Désolé, hein, il doit être ici. Donc, si on veut déterminer les angles d'ouverture, ici, on s'intéresse uniquement à l'angle θ qui est fonction du diamètre, alors que ψ, il est en fonction de la hauteur de l'antenne. Donc ici, on s'intéresse à l'angle θ. Donc, côté pratique, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer le θ? On positionne la valeur de cette caractéristique, généralement le gain, donc ça c'est le gain maximum, soit en dB, soit en échelle linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de baisser d'un niveau Gmax moins 3 dB. L'équivalent de moins 3 dB, c'est 1,5. C'est-à-dire, si je travaille en échelle linéaire, il faut que je baisse d'une valeur Gmax divisé par 2. Je repère ces positions-là et je fais la liaison entre le centre de phase de l'antenne, l'origine de l'antenne, et ces deux droites. Et le résultat, c'est que j'obtiens un angle θ dans un plan et le ψ dans un autre plan.
Donc ça, c'est côté pratique. Et côté théorie, on va se servir de la relation connue en antenne, c'est que le θ, c'est 70, la longueur d'onde, sur le diamètre. D'accord? Donc, application numérique, la longueur d'onde, on peut la calculer, c'est facile. Il suffit de diviser C par lambda C sur F fois le diamètre. Donc, on trouve pratiquement une valeur de 2,8 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que le faisceau d'antenne est un faisceau très très fin et ça se voit clairement à travers la valeur de l'angle θ. C'est tout à fait normal parce que c'est une application qui vise à détecter des objets qui se trouvent à une très très grande distance. Donc plus l'angle d'ouverture est faible, plus la directivité elle est meilleure. Passons maintenant à la question 3. Donc, sachant que la surface effective de l'antenne est de l'ordre de la demi-surface géométrique de l'ouverture du réflecteur parabolique, évaluez la valeur maximale du gain. Bon, là, il y a une sorte de relation entre la surface effective d'antenne, la surface effective ou ce qu'on appelle la surface de captation, donc c'est un terme qui est relatif à la réception, et de l'ordre de la 1/2 de la surface géométrique de l'ouverture. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'ouverture de l'antenne? Bon, si je prends l'antenne parabolique, son ouverture n'est autre que un cercle. Hein? Le cercle. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce cercle-là? Donc, dans ce cercle-là, le gain, il est maximal. C'est-à-dire que le fait que je veux travailler sur la circonférence de cette antenne-là, sur le cercle de cette antenne-là, sur l'ouverture de cette antenne-là, c'est-à-dire que je sais bien que le gain, il atteint sa valeur maximale. Donc, la question, c'est quoi? C'est déterminer le gain. Le gain de l'antenne, bien évidemment, de cette antenne-là. Donc, je crois que également nous avons une relation qui est très connue en antenne, c'est que l'aire équivalente de captation, ou la surface équivalente d'émission, hein, c'est pareil, parce que je travaille avec une même antenne. D'une part, c'est le gain, la longueur d'onde au carré sur 4π. Ça, c'est une relation qui est très connue en antenne. Et dans l'exercice, je dis que c'est 1/2 surface géométrique de l'ouverture de l'antenne. Et comme l'ouverture de l'antenne, c'est un cercle, c'est-à-dire, c'est 1/2, la surface d'un cercle, c'est π rayons au carré. Comme je n'ai pas de rayons, je vais travailler avec le diamètre. Π, diamètre, sur 2 au carré. Donc j'ai cette relation-là, mais quand est-ce que j'ai cette relation-là? C'est lorsque je travaille sur la circonférence. Et sur la circonférence, le gain atteint sa valeur maximale. Donc, en utilisant cette relation-là, on peut facilement déterminer le gain. Je combine entre les différentes relations et je peux facilement déterminer le gain. Donc, j'ai le diamètre, j'ai la longueur d'onde, j'ai toutes les données. Donc, finalement, on peut facilement déterminer que le gain, c'est autour d'une valeur de 3079 en échelle linéaire. Mais on peut convertir cette valeur-là en dB. Ça va nous donner une valeur de
34,9 dB. D'accord? Donc, voilà le gain qu'on demande. Donc, maintenant, je rappelle bien que le dB ici, c'est 10 log à base décimale. Parce que je travaille avec des puissances. Lorsque je manipule des tensions et des courants, il vaut mieux d'utiliser, on utilise plutôt 20 log à base décimale. Maintenant, on passe à la question numéro 4. Donc, dans la question 4, calculer la puissance que capterait une antenne de réception de gain 25 dB. C'est-à-dire, je vais laisser de côté l'antenne d'émission avec ces deux paramètres, le gain et la puissance émise, et je vais placer de l'autre côté une autre antenne de réception avec ces deux paramètres. Et là, chose qui est très importante, calculer la puissance que capterait une antenne de réception de gain 25 dB placée à une distance de 100 km dans l'axe du faisceau. Ça veut dire que l'axe du faisceau où l'antenne ou le gain il est maximum. Donc, nous sommes en visibilité directe et la distance qui sépare entre les deux antennes, c'est R, il est de l'ordre de 100 km. D'accord? Bon, si on veut déterminer la puissance que capterait une antenne de réception, qui a une certaine valeur de 25 dB, le gain à l'émission, on l'a déjà calculé, c'est 34,9 dB. On connaît la puissance à l'émission, c'est la puissance crête, et on cherche la puissance de réception. Bien évidemment, on va appliquer ce qu'on appelle la relation de Friis. D'accord? Donc la relation de Friis, ce qu'on appelle le bilan de Friis, c'est un bilan qui va nous servir, c'est une équation de télécommunication, qu'on appelle assez souvent l'équation de Friis. Ça va nous aider à déterminer le bilan énergétique en termes de puissance entre la puissance émise et la puissance reçue. Également, on utilise ce bilan-là pour déterminer l'affaiblissement de cette liaison. Bon, l'affaiblissement, c'est la puissance émise sur la puissance reçue. Donc, afin de répondre à cette question-là, on va utiliser la relation de Friis. La relation de Friis, qui est une relation ici très théorique, parce qu'il ne tient pas compte des pertes, il ne tient pas compte des bruits. D'accord? Donc, l'idéal, c'est de travailler avec un rapport signation-bruit, parce que c'est un rapport qui va tenir compte des bruits et dans lequel on doit ajouter un coefficient de plus qui va tenir compte des pertes. Mais pour l'instant, on va se servir de l'équation de Friis. Et l'équation de Friis, vous la connaissez, c'est la puissance reçue, c'est la puissance émise, gain à l'émission, gain à la réception, la longueur d'onde au carré, divisé par 4pi, R de tout au carré. On appelle ça l'équation de Friis. Donc, on va calculer l'équation de Friis. On a pratiquement toutes les informations. Je crois que nous avons tout. On connaît le gain à l'émission. C'est la valeur déjà trouvée dans les questions précédentes. On connaît le gain à la réception, c'est 25 dB. On connaît la puissance à l'émission, c'est les 800 kW. On connaît la distance R, c'est 100 km. Donc, soit vous convertissez tout en valeur linéaire, soit
soit vous travaillez avec l'échelle logarithmique. D'accord? Donc, on va essayer d'adopter l'échelle linéaire, c'est-à-dire on va essayer de convertir les gains de réception et d'émission. Bon, déjà, on a calculé le gain de l'émission en valeur linéaire. On va juste convertir la valeur de gain de réception et on va trouver que la puissance reçue par l'antenne de réception sera de l'ordre de 4,9 milliwatts. Donc, tout le travail, c'est de faire un calcul numérique. D'accord? Remplacer PE par sa valeur, GE par sa valeur, GR par sa valeur, la longueur d'onde par sa valeur et R par sa valeur. Et comme ça, on peut facilement déterminer notre puissance reçue par l'antenne de réception. Ben, si jamais on veut ajouter l'effet des pertes, on n'a qu'à ajouter le coefficient de perte ici, bien évidemment au dénominateur et non pas au numérateur, parce que si je le place en numérateur, ça va faire augmenter la valeur de la puissance, chose qui est inacceptable. Donc je dois le mettre en dénominateur parce que ça va affaiblir en quelque sorte le niveau de puissance de réception. Et finalement, pour terminer cet exercice, on va essayer d'enlever l'antenne de réception et on va la remplacer avec une cible. Une cible qui possède une surface équivalente de radar, SER. On l'appelle surface équivalente de radar, mais c'est un paramètre qui est propre à la cible. D'accord? Donc, cette équation elle est plus valable parce que c'est une équation qui traduit un bilan énergétique entre antenne, alors que dans le cas où j'ajoute une cible, là, je crois que cette équation, on va la modifier et on va se retrouver avec une nouvelle équation de Friis qu'on appelle équation de radar. Et cette équation du radar, c'est une équation qui va dépendre, en plus de ces paramètres-là, elle va dépendre de cette surface équivalente du radar. Donc, dans le prochain exercice, on va essayer d'expliquer cette surface équivalente de radar et comment elle varie et comment elle est lorsqu'on est dans le cas des cibles qui sont fixes et comment elle devient lorsqu'on est en présence des cibles qui sont mobiles. Et bien évidemment, on ne va pas se contenter que d'une équation, on va dire, trop théorique, mais on va aller pousser le calcul vers une équation un petit peu pratique qui va tenir compte et des pertes et des bruits. Donc pour l'instant, on va utiliser l'équation de radar, mais avec une portée de l'ordre de 4. L'équation du radar, l'équation des radars, s'écrit puissance de réception, c'est la puissance d'émission, le gain à l'émission, le gain à la réception, la longueur d'onde au carré, sigma, sur 4pi à la puissance 3, r à la puissance 4. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons enlevé l'antenne de réception et on l'a remplacée avec une cible. D'accord? Donc la cible possède une surface équivalente de radar de 10 mètres au carré. D'accord? Et dans cette expression-là, nous allons essayer d'utiliser les mêmes termes, sauf qu'ici, dans ce cas-là, on n'a pas deux antennes de gain différents. Donc, puisqu'on travaille avec un radar monostatique, c'est un radar qui utilise une seule antenne, c'est une antenne en émission, et c'est une antenne qui est en réception. Et par conséquent, le gain à l'émission sera égal au gain de la réception, et la distance R, maintenant, elle figure à un ordre de 4, c'est normal parce qu'il y a un trajet aller
entre l'antenne et la cible et un trajet retour entre la cible et l'antenne. Et par conséquent, en faisant l'application numérique, on va trouver que la puissance de réception, c'est quelque chose qui est trop faible, c'est de l'ordre de 3,8 10 à la puissance moins 12 watts. Et ça pose une question très importante. Est-ce que le récepteur est capable de recevoir cette information, ce niveau de puissance, et comment il va la voir? Est-ce qu'il va la considérer comme un bruit, ou bien effectivement, est-ce qu'il va la considérer comme un signal utile afin de pouvoir détecter toutes les informations désirées? Donc, cette équation de radar, on peut la laisser comme ça, c'est-à-dire en échelle linéaire, comme on peut appliquer de part et d'autre le log à base décimale pour la convertir en échelle logarithmique. L'essentiel, c'est que soit que je trouve des valeurs en watts, soit que je trouve des valeurs en dB watts. Tout dépend de votre échelle. D'accord? Donc, dans le prochain exercice, si l'exercice sur les radars, cette fois-ci Conrad, ce sont toujours des radars de poursuite, on va essayer de démontrer cette équation-là. On va essayer quand même de donner un petit peu les quelques différentes cibles et quelques valeurs de cette valeur SER. Et on va donner plus de détails sur la manière avec laquelle les radaristes mesurent cette puissance et calculer cette puissance. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine séance.